Allô, ok, de retour après un problème technique. Je suis désolé. J'ai débranché mon PC en fait en me levant. J'ai mis du temps à redémarrer, etc. Donc, ça arrive et on revient juste à temps pour le discours de Janet Yellen. On va voir ce qu'il en est, ça bouge pas des masses pour le moment sur le Dow Jones. Après, c'est un discours, hein, donc il faut attendre que quelque chose se dise. Il y a moyen que ça ait un impact. Il y a moyen que ça ait un impact. Bien sûr, on sait que demain, c'est la grosse journée. Donc, beaucoup de traders sont sur le regard et attendent demain. Alors, vous pouvez me confirmer s'il vous plaît si c'est ok au niveau du son et de l'image. Qu'on puisse reprendre tranquillement. Dans 1 heure maintenant, on recevra Anthony Murgo dans le cadre d'une interview. Demain 14h30. Hein. À ne pas louper. Conférence de presse de la BCE. Chiffre du chômage américain. NFP, non-farm payroll, puisque c'est férié je crois le vendredi. Taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne à 13h45. Indice ISM non manufacturier à 16h par rapport à l'économie américaine. Donc demain ça va être chaud. À 17h02. Il peut y avoir du mouvement, donc je suis sur mes gardes. Je surveille, mais pour le moment il n'y a pas de gros décalage. Ouais, c'est ok au niveau du son, merci pour votre confirmation. Bonjour les turfistes. C'est la vidéo d'humanoïde. Je sais pas si c'est vraiment toi humanoïde. Tu fais des pronostics de turf, c'est ça? Yellen says rate policy shouldn't change over stability concerns. Donc ouais, bébé qui relaye l'info. Donc après, Yellen dit pour le moment que ça devrait pas changer des masses la politique monétaire accommodante donc de la Fed. Si t'as d'autres infos, n'hésite pas à les balancer en direct, bébé. Je sais pas s'il y a moyen de le suivre traduit en français. On va aller voir si sur BFM Business il diffuse cela. Mobilité, dématérialisation, sécurité. Le blog Document World de Kyocera vous apporte des réponses concrètes. Kyocera Document Solutions, responsable de tous vos écrits. KyoceraDocumentSolutions.com. BFM qui a du mal à se lancer. Qu'est-ce qui se passe là? Il va devoir faire un numéro d'artiste, le Sarko, ce soir qui sera à 20h sur TF1 Sarkozy. Achète-toi un nouveau PC, Fab, disait Humanoïde. Quand je pense à Cahuzac, ils l'ont pas mis sur le devant de la scène. Donc ça on avait vu, Phil qui laissait un lien. Twitter, Vincent Gagne statut. Ok, je vais essayer de voir sur BFM Business s'ils diffusent le discours de Janet Yellen. On va se manger de la Salut, je m'appelle Divan. Et ça, c'est mon propriétaire.
Depuis 7 ans, on est inséparables. Mais je dois temporairement emménager dans un espace de stockage Shurgard. Besoin d'espace? Stockez vos biens chez Shurgard. C'est le président du MEDEF, Pierre Gattaz, qui tient la ligne économique en France et d'ajouter « Il suffit que le patronat éternue pour que le gouvernement lui apporte la boîte de mouchoirs ». La première étape de la réforme de l'État a été lancée aujourd'hui. Thierry Mondon, en charge de cette réforme, a posé 3 dossiers sur la table du Conseil des ministres. Renforcement de l'État au niveau départemental avec le rôle des préfets, refonte des services informatiques de l'État et simplification des mesures administratives pour les particuliers. 20h ce soir, après sa garde à vue et sa mise en examen la nuit dernière, Nicolas Sarkozy va prendre publiquement la parole à la radio et à la télévision. Il a été mis en examen donc la nuit dernière pour corruption active, trafic d'influence actif et recel de violation du secret professionnel. En Allemagne, la chancelière parle d'un succès historique. Le projet de budget 2015 qui prévoit des finances publiques fédérales à l'équilibre pour la première fois depuis 46 ans a été adopté aujourd'hui en Conseil des ministres. Angela Merkel qui assure qu'elle ne relâchera pas les efforts pour trouver une solution diplomatique à la crise en Ukraine. Laurent Fabius et ses homologues diplomates se réunissent à Berlin cet après-midi alors que Kiev n'a pas renouvelé le cessez-le-feu et que l'armée ukrainienne poursuit donc ses opérations militaires contre les séparatistes pro-russes. Et puis le secteur télécom, on va largement en parler avec 2 nouvelles d'importance aujourd'hui en Europe et sur le marché français. Tout d'abord, cette décision de Bruxelles, donc l'autorité supranationale qui valide la consolidation du marché allemand. C'était une décision attendue. Il y a dû y avoir quelques concessions du côté de Telefonica. Ce sont donc les filiales de Telefonica, l'espagnol, et KPN, le néerlandais, qui vont fusionner sur le marché allemand. On va passer de 4 à 3 opérateurs mobiles. Premier marché européen, évidemment, ce marché allemand. Décision très attendue qui va faire jurisprudence. C'est comme ça que c'est interprété pour la consolidation des autres marchés nationaux. Et au moment où Bruxelles confirme sa nouvelle orientation en matière de régulation dans les télécoms, eh bien Orange décide de ne pas aller plus loin, en tout cas pour l'instant, sur le marché français, et décide donc de jeter l'éponge avec Bouygues Télécom. L'annonce est tombée ce matin dans un communiqué lapidaire. Orange. Alors, comme vous l'avez entendu, on a juste fait un petit tour d'actualité, avec notamment l'Allemagne qui revient à l'équilibre budgétaire pour Berlin. C'est une bonne chose. Là, les marchés est-ce qu'ils baissent un petit peu? Ça dépend de ce que dit Janet Yellen. J'ai pas vraiment d'infos et de retour sur ce qui se dit de ce côté-là. Si vous en avez, n'hésitez pas à les faire partager. Il y avait Phil qui partageait un lien du côté de Twitter. C'était Vincent Gagne qui partageait un graphique sur l'euro-dollar et qui remerciait le volume FXM qui lui a permis de détecter 3 sell-off. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par sell-off? On voit des pics volumiques, mais est-ce que tu peux me décrire ce que tu y vois? Parce que j'arrive pas à lire grand-chose. Voilà, simplement, je vois qu'il les a détectés ici. Et pour lui, ça amorce et ça annonce une baisse de l'euro-dollar, c'est ça, Phil? C'est comme ça que tu lis ce graphique? Je t'avoue que je ne saurais pas exactement décrypter ce qui s'y dit. On retourne proche du point d'équilibre de mon trade du jour. Donc on va voir si les vendeurs prennent en main le marché. Pour le moment, on reste dans la zone qu'on a beaucoup travaillé tout au long de la journée avec une bonne petite impulsion là, à court terme par rapport au discours de Janet Yellen. Alors, ça on avait vu... Ça on avait vu, hein. Il va devoir faire un numéro, ça on avait vu, ça on avait vu. Il y a des soldes à fond, deuxième des marques de humanoïdes pour que je me rachète un PC. Ouais, un de ces 4 je me rachèterai parce que je crois qu'il a 4 ans. Mais bon voilà, c'est même pas la question du PC, bon si ce n'est qu'il met du temps à redémarrer, donc ça c'est parce qu'il est vieux je pense. Mais ouais, ça fait 4 ans je crois que je l'ai, donc je m'en rachèterai un quand j'aurai de l'argent. Là pour l'instant je privilégie les vacances. Donc voilà, PC, il fera encore quelques mois. Difficulté après avoir tué le système, après avoir tué Dieu, le système tue la fonction du président de la République, disait Phil. Le nouvel ordre mondial, bienvenue, disait Phil. Ouais. Je sais pas si c'est le système, mais je crois que Sarkozy est quand même un bon magouilleur. Donc moi ça me pose pas trop de problème qu'il soit mis en examen une fois qu'il est plus président comme un citoyen. Toi, Phil, tu penses qu'il aurait dû bénéficier d'une immunité due à son rang particulier d'ancien président français? Alors,
Bah du coup, vu qu'on n'a pas le discours d'Yellen en direct, on ira chercher un résumé. Je sais pas s'il va durer 17, je sais pas s'il va durer longtemps alors. Son discours, j'allais voir du côté de Romandie si on a des échos par rapport à ce qui se dit du côté de la Amérique. États-Unis chute plus forte que prévu des stocks de brut. USA chute plus forte. L'Allemagne fait le forcing en faveur d'un cessez-le-feu en Ukraine. Tunisie, 3 soldats tués dans l'explosion d'une mine. États-Unis chute plus forte que prévu du brut. Wall Street ouvre proche de l'équilibre et reprend son souffle. Bon voilà. Pas grand chose d'annoncé pour le moment du côté des nouvelles. On est proche du point d'entrée sur cette journée qui est très calme du côté des marchés US. Je pense que beaucoup attendent demain. Et si on bascule en journalier ici pour voir l'évolution, eh bien on voit une toute petite ombre, un corps encore plus petit. Donc vraiment une journée calme et inintéressante pour ceux qui traitent les marchés actions, notamment les marchés actions américains. Les marchés actions européens ont un peu plus bougé, notamment plus sous pression vendeuse. C'est le cas depuis pas mal de jours et de semaines maintenant. Quelques semaines, pas mal de jours. Et on voit une baisse plus significative sur les marchés actions, notamment français ici avec le CAC 40. Donc on va voir ce que ça donne par la suite. Et si on parvient à casser les précédents plus bas de la journée, à corriger sur le Jones, ce que j'espère puisque je suis vendeur. Après ça ne dépend pas de moi. Ouvrez les yeux, éduquez-vous, mais sortez. Disait Phil, attentat de l'observatoire. Ok. Alors, je voulais vous montrer des vidéos donc tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Je voulais commencer par. On va aller se prendre un peu de trading au carnet d'ordre. Moi, je ne le pratique pas, mais je sais que ça intéresse du monde et qu'il y a des choses intéressantes à comprendre dans l'étude des microstructures et de la composition du prix. On écoute ça. Trading. Alors, je voulais faire une petite vidéo, vu que je n'en ai pas fait depuis un petit moment, plutôt très occupé à trader, très occupé à finir la formation sur ma méthodologie détaillée que je suis en train de finir, que je vise à finir cette semaine. Plutôt occupé, donc pas trop eu le temps de publier quoi que ce soit sur la chaîne YouTube. Toutefois, je voulais rajouter une petite vidéo au sujet de Bookmap que je regarde maintenant depuis plusieurs semaines et que j'ai décidé d'inclure dans ma caisse à outils parce que je trouve ça plutôt très bien. Alors là, j'ai Bookmap ici à côté de mon DOM traditionnel et en fait, je ne sais plus, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus ou pas, bon, en tout cas il y en a qui traînent ici et là, qui expliquent un petit peu ce qu'ils font. Et l'idée en fait c'est que c'est un DOM, un carnet d'ordre visuel. On voit exactement la même chose sur le DOM, sur Bookmap qu'on voit sur le DOM. Où on va voir les volumes, le profile donc des volumes ici du côté market bid-ask. Et on va voir nos limites ici sous forme chiffrée, mais aussi sous forme d'histogramme que l'on peut voir là du côté bid et du côté ask. Voilà. Et là, sur la partie horizontale graphique ici, on voit tout simplement une ligne verte, une ligne bleue. Donc c'est l'inside bid et l'inside ask. On voit donc évoluer au cours de la journée, avec des points qui représentent des ordres. Si on a des points rouges, ce sont des ordres market, bien sûr, qui viennent taper le bid, et les jaunes, en fait, parce qu'on ne voit pas bien le vert sur ce graphique, les jaunes correspondent aux ordres qui viennent lever l'ask. Alors, donc plus le point est gros, plus l'ordre est de taille, plus le point est petit, plus c'est une petite taille. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas le détail des markets comme on le voit sur un DOM classique, mais l'idée derrière Bookmap est que, quelque part, on s'en moque, puisqu'on a sur chaque niveau la représentation graphique donc, des ordres limites, donc on voit l'histogramme ici, et qu'on retrouve là. Au fur et à mesure du temps. Donc là on a l'échelle de temps et puis là on a les limites. Et plus le niveau est clair, donc blanc, un petit peu gris clair, gris plus foncé, gris plus foncé, encore plus foncé, ou noir, et bien plus, et ceci à travers le temps, donc, plus on va avoir
de liquidité. Donc plus on va avoir une taille d'ordre limite qui va être conséquente. Voilà. Alors, excusez-moi, on sait bien que avec les ordres limites ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être, hein, parce qu'ils n'ont pas réellement la liquidité et la taille qu'ils essaient de nous faire croire qu'ils ont. Mais en tout cas, ça donne un petit peu une idée de visuel du DOM. Exactement la même chose. On peut venir ajouter également des ordres où on va venir pouvoir cliquer directement. Voilà, Enable One Click Trading. On peut venir directement mettre une taille et aller rentrer ces ordres directement. Ce que je n'utilise pas, donc je ne vais pas faire de commentaires là-dessus sur des choses que je ne connais pas. Mais on peut venir rentrer les ordres en cliquant directement à divers endroits sur le DOM. Voilà. Et on pourra donc manager ces ordres de cette manière. On va retrouver sa position, la taille de tous ces buys, de tous ces sells, le volume, le PNL. Voilà. Donc j'ai jamais essayé de trader depuis, je veux dire Bookmap, parce que je fais ça depuis mon DOM classique, depuis mon Jigsaw. Toutefois, je trouve ça plutôt bien à plusieurs titres. Alors déjà plutôt bien parce que on peut voir alors que les ordres, les limites soient exagérés ou squeezés ou spoofés ou pas, ça on le sait, voilà, c'est comme ça. On vit avec, hein, on le sait bien. En revanche, c'est intéressant graphiquement de voir le best bid, le best, enfin l'inside bid, l'inside ask, hein, voilà, qui va évoluer et qui va soit en contact à l'approche d'une limite qui semble être là, comme celle-ci par exemple de 270, qui semblerait être conséquente, et puis qui une fois dans la limite soit va la transpercer et tout simplement parce qu'elle était elle n'était pas il n'y avait pas la taille qui était annoncée du tout, donc on voit que c'était en effet une limite exagérée et tronquée, ou soit si c'est une vraie limite et que la taille est bien celle qui est enfin en tout cas est à peu près dans l'amplitude, l'ampleur plutôt qui est montrée, et bien on va voir que ces ordres limites vont tout simplement faire rejeter les markets, hein. Donc il va y avoir il n'y aura pas d'absorption, il y aura absorption plutôt, et donc voilà, le bid ou l'ask eh bien fait demi-tour et est canalisé puisqu'il n'a pas la taille suffisante pour passer au niveau supérieur ou inférieur. Donc ça, j'aime bien cette façon de visualiser un petit peu le DOM. Ça devient très intéressant également quand on commence à avoir je trouve comment dirais-je, quand on voit il y a des mouvements, notamment des tendances, des breakouts ou des breakdowns, on voit vraiment bien le cheminement des markets et les endroits où on est venu en effet, où on a été absorbé, ou les endroits qui ont transpercé les limites, hein, et qui ont donc grignoté toutes les limites et qui ont continué leur chemin. Et puis quand il y a donc ça peut être d'ailleurs une limite qu'on observe avant qui paraît conséquente, qui en fait est fausse, donc on voit bien qu'il y a un squeeze et que de manière à laisser passer justement les markets passent, et puis on voit bien lorsque il y a accumulation de véritables limites où là le prix ne passe pas plus haut et les markets sont complètement absorbés et fait demi-tour. Je trouve que ça illustre très bien le concept de l'order flow, et ce de manière visuelle en tout cas, voilà, graphique et visuelle. Deuxième élément que je trouve vraiment intéressant, c'est que sur un DOM classique, le CME nous file, puisque là je parle du 6E, hein, ce sera sur le REX et le DAX, pour ceux qui font du DAX par exemple, ce sera différent. Vous aurez 10 niveaux de chaque côté en termes de limites, mais sur le 6E par exemple, le CME nous file 5 niveaux de chaque côté. Il y a bien entendu bien plus de 5 niveaux, parce qu'il y a des ordres partout. Hein. Order pending. Ils vont avoir des ordres là, et des gens qui vont avoir des ordres sur chaque niveau, des ordres limites. Les ordres Order limites vont être cancelled. absolument
Order pending. Oui, là, Order là, pending. là, Order pending. et ce, je crois, jusqu'à probablement un 50, hein, j'en sais rien. Si on prend l'exemple du Order système. cancelled. Donc, Order cancelled. sauf que ces Order limites-là, cancelled. qu'elles soient encore une fois tronquées ou pas, on ne les voit pas, puisque nous on voit que 5 niveaux. Or, ce que je trouve également intéressant sur Bookmap, c'est qu'on garde l'historique des limites qui nous est la dernière limite connue. C'est-à-dire que là, on a bien évidemment, on se contente pas d'avoir. Ok, pour ceux qui veulent écouter en entier, le son est pas très fort, mais bon. Je vous laisse le lien vers cette vidéo de trading au Dôme. 17h21, clôture des marchés européens dans 9 minutes maintenant. Et marché américain légèrement sous pression, mais vraiment pas grand chose hein, ce jour. Là, on est sur les plus bas de la journée. Si on les casse, on peut avoir un décalage, on verra ce qu'il en est. Si on se met à corriger, on peut avoir une accélération, c'est même pas sûr, parce qu'il y a des zones sur lesquelles on a bloqué, donc on verra. En tout cas, le fait est que au quotidien, en intraday, le seuil important, c'est les précédents plus bas de la journée, donc c'est les 16 951 points. On va voir à 17h21, donc avec la clôture et le fixing en Europe, ce que ça donne. Moi, je suis toujours vendeur donc du Dow Jones, négatif sur la journée de 4 points, non, de 5 points actuellement. Voilà. Maman direct, c'est gentil. Hop. Toutes mes condoléances, 5 mois. Yellen ne change rien, le marché est pricé pour partir à la hausse, disait Reziel. Si c'est terminé, je vais aller regarder un résumé de ce qui s'est dit. C'est Christine Lagarde qui parle. Ah ouais, elle parle aussi Christine Lagarde. Ça peut avoir de l'impact. Ok, le lien stop. Ça commence Yellen sur Bloomberg. Ouais, après on va pas l'avoir en français, c'est dommage. Je vais juste aller jeter un coup d'œil, même si c'est en anglais, quelques minutes. Et ensuite on reprendra, on ira chercher des commentaires au fur et à mesure du discours. Fast, easy execution for corporations and institutions in over 140 currencies and 200 markets. With sophisticated analytics, award-winning research, advanced risk management, and deep market insights. That's FX Amplified. That's the power of global connections. Bank of America, Merrill Lynch. In the macroeconomy, policymakers failed to anticipate that the reversal of the house price bubble would trigger the most significant financial crisis in the United States since the Great Depression, because that reversal interacted with critical vulnerabilities in the financial system and in government regulation. In the private sector, key vulnerabilities included high levels of leverage, excessive dependence on unstable short-term funding, weak underwriting of loans, deficiencies in risk measurement and risk management, and the use of exotic financial instruments that redistributed risk in non-transparent ways. In the public sector, vulnerabilities included gaps in the regulatory structure that allowed some systemically important financial institutions and markets to escape comprehensive supervision, failures of supervisors to effectively use their existing powers, and insufficient attention to threats to the stability of the system as a whole. It's not uncommon to hear it suggested that the crisis could have been prevented or significantly mitigated by substantially tighter monetary policy in the mid-2000s. At the very least, however, such an approach would have been insufficient to address the full range of critical vulnerabilities I've just described. A tighter monetary policy would not have closed the gaps in the regulatory structure that allowed some SIFIs and markets to escape comprehensive supervision. A
A tighter monetary policy would not have shifted supervisory attention to a macroprudential perspective, and a tighter monetary policy would not have increased the transparency of exotic financial instruments or ameliorated deficiencies in risk management and risk measurement within the private sector. Some advocates of the view that a substantially tighter monetary policy may have helped prevent the crisis might acknowledge these points. But they might also argue that a tighter monetary policy could have limited the rise in house prices, the use of leverage within the private sector, and the excessive reliance on short-term funding, and that each of these channels would have contained or perhaps even prevented the worst effects of the crisis. A review of the empirical literature suggests that the level of interest rates does influence house prices, leverage, and maturity transformation. But it's also clear that a tighter monetary policy would have been... Voilà. Donc en tout cas, Yellen est en train de parler, celle qui mène la barque actuellement. C'est bien sûr elle qui intéresse le plus les investisseurs, même si elle ne semble pas dire de choses décisives pour le moment. Donc on verra ce qu'il en est. Toujours rondeur sur mon Dow Jones, qui ne décale pas pour le moment, raison des zones qu'on a beaucoup travaillé ce jour, et à l'intérieur d'une zone très restreinte sans mouvement clair aujourd'hui. Sur le chat écrit, qu'est-ce qui se disait? Ça on avait vu, le peuple demande du pain et des jeux comme d'hab. Réziel, ta formation a duré combien de temps? Parce que Réziel avait suivi la formation de chez Jean-Luc Lussac, 3 jours, 2500 €. New York, les stocks de pétrole brut ont enregistré une chute plus nette que prévu la semaine dernière aux États-Unis, selon les chiffres du département américain de l'énergie, DOE, publié mercredi. Pour le plus intelligent d'entre eux, du pain effectivement, d'autres c'est du divertissement, foot, money drop, disait Mam. En tout cas le foot c'est un bon divertissement, moi je suis à fond dedans. Chris qui disait ok alors Réziel, pas de regret par rapport à la formation, un Français gagne en moyenne 2128 € par mois. En brut, tu veux dire Réziel, parce qu'il me semblait que le net c'était 1700 ou 1750, donc tu parles de brut toi Réziel là ou de net? Peut-être qu'on n'a pas eu les mêmes chiffres. Combien de personnes lors de ta formation? Demandait Chris. 6-7 personnes, ouais, il n'y a pas de regret, il en est satisfait, c'est bien. Faut arrêter, là. Et j'ai trouvé ça sur un site un peu bizarre, j'avoue. Si tu as des chiffres fiables sur combien gagne un Français, ça m'intéresse. Ouais, moi aussi, moi j'ai entendu 1700, 1750. Voilà. Bonjour, Platinum. Sur la base de 35 heures hebdomadaires, le montant mensuel du salaire minimum atteint de son côté 1445 € brut, 1er janvier 1445. 1100 net, disait Réziel. Mais ça, c'est le SMIC, ça. Et le moyen. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme info? On va mettre à la recherche. Du côté de Sika Van Line, c'est des tout petits points. On écoute juste là. Bourse CAC 40, cet été, ça peut tanguer. On écoute le point de vue. Après l'intervention de la BCE, les marchés sont en apesanteur, hésitant quant à la direction à prendre. Deux écoles s'opposent. Les positifs voient plus que jamais les actions monter parce que la BCE ajoute durablement de la visibilité et de la liquidité. Les négatifs, pour leur part, soulignent une valorisation de la bourse déjà généreuse, des situations étonnantes, sinon aberrantes, comme des taux espagnols, des taux longs espagnols en dessous des taux américains, ou encore une volatilité d'une faiblesse insigne, ce qui tendrait à indiquer que les marchés n'ont peur de rien, ce qui est en soi un problème, puisque généralement cela préfigure des catastrophes. Ouais, c'était un point rapide. Action, et si c'était vraiment fini, effectivement, ça fait un bon moment qu'on constate que les marchés sont hauts sans que ça ne soit remis en question. On écoute toujours. Mais c'est Bonjour Vincent, rapides. Vous êtes directeur des gestions actions d'Amundi. Alors on a l'impression que les marchés boursiers, depuis quelques semaines, se cherchent, Romain, en dépit de l'intervention de la BCE. Il manque d'un nouveau moteur. Quel pourrait être ce moteur ? Alors vous avez raison de souligner que l'on dit souvent « achetez la rumeur, vendez la nouvelle ». En quelque sorte,
Tout le monde attendait cette intervention massive de la Banque Centrale Européenne. Maintenant qu'elle est actée, la tentation pourrait être de dire manque de relais, donc j'en reste là, j'atteins les nouveaux plus hauts et je prends mes profits. Notre conviction est que le mouvement n'est pas terminé. Nous pensons au contraire que tant d'un point de vue de l'activité économique que des profits, que de l'intervention des banques centrales, nous avons encore de belles années devant nous. Voilà. Tiens, un petit mot à propos du sondage, vous pouvez répondre dans le menu de gauche. Il y a 43 personnes qui ont répondu, n'hésitez pas à répondre, plus on a de réponses, mieux c'est, ça vous prend 2 secondes. Au final, c'est intéressant pour tout le monde. Donc actuellement, au sondage du mois, il y a la question où sera le CAC 40 d'ici fin 2014, répondre au plus près. C'est très équilibré sur 43 personnes, il y en a 33% qui pensent qu'on sera plutôt haussier puisqu'ils visent les 5500 points d'ici la fin de l'année. 35% qui en a vu plutôt stable puisqu'ils pensent 4500. Et 33% qui pensent que le CAC va baisser, 33% pensent qu'on sera à 3500. Donc là pour le moment, du côté des membres et des visiteurs de Vidéobourse, des utilisateurs de Vidéobourse, on a un point de vue assez équilibré quant à l'avenir du CAC 40, n'hésitez pas à y répondre. Vous avez jusqu'à la fin du mois. Alors, on va continuer à faire le point. Sur le chat écrit, qu'est-ce qui se disait? On avait Emmanuel qui disait en 2013, le SMIC mensuel net avait lui aussi évolué après déduction de la CSG et de la CRDS. Il atteignait environ 1120 € net par mois en janvier. Monsieur Gattaz, il veut revoir les baisses de charges, disait Emmanuel. Fabien, il garde combien de temps la position, demandait Chris. Bah, Fabien, il trade comme ce qui est annoncé. Si ça se passe bien, je prends mon bénéfice quand le mouvement s'essouffle. Si ça se passe mal, je coupe au fur et à mesure. Fait qu'il disait 1091 € d'un SMIC net. 4500 pour moi, disait Humanoïde. 2500 jours. Par rapport à quoi? Rézel qui laisse un lien, salaire-moyen.com en France. Population 64 612 000 habitants. 2410 € net par mois, plus 2,4%. Des ménages, hein, par contre, c'est revenus par ménage. Donc je pense que c'est ça la différence, Réziel. Donc par ménage, je suis pas fou, parce que je suis pas un expert des statistiques. Quand on dit par ménage, ça veut dire parents et enfants. Donc un couple, en gros, de revenus. C'est ça? Et donc, oui, 2400 € net par mois. D'accord. 10% les plus riches, c'est 5557 € net par mois. Je pense qu'il parle aussi des ménages, donc c'est le double. Ben, intéressant ce lien, je le partage. Merci Réziel. Phil qui laissait un lien aux infos du nain. Alors, c'était quoi? Dépulfication, bien vivre avec un SMIC en étant proprio d'une propriété bien placée à la campagne. Imaginez que vous ayez bossé 20 ans bien dans le système et que vous ayez à force d'en chier et d'héritage 200 000 € de patrimoine. Vous êtes un couple robuste avec 1 ou 2 enfants et un peu de moyens. Avec ça, vous achetez une maison sur 3000 m² à moins de 5 km d'une bourgade avec toutes les commodités. L'un des deux du couple se retrouve un boulot au SMIC et l'autre dépulfie et reste à travailler à la maison. Voire chacun bosse à mi-temps et chacun travaille à mi-temps à la maison. Petit exemple de budget. Avec le SMIC, vous payez et je compte généreusement. Ouais, il y avait des exemples, c'est marrant. Voilà. Alors je partage beaucoup de tes liens. Phil. Alors que ça baisse en Europe et du côté du CAC, 17h35, on est au fixing. On va voir s'il y a des réactions par rapport au marché US. On a vu que les marchés européens ont tendance à sous-performer les marchés US ces derniers jours, dernières semaines. On va voir si cela se poursuit. En cette fin de session, dans 25 minutes, on recevra Anthony Murgot pour
une interview. Ça on avait vu. Tu peux faire l'interview maintenant, Fab, demande soit-il. Non. Soit-il. Alors je peux pas. Il y a des heures, je crée des événements. Il y en a qui viennent exprès pour les événements. Donc les heures c'est les heures. Et en plus de ça, je pense pas qu'il soit prêt l'ami. Anthony, donc non. C'est un salaire de cadre salaire humanoïde qui rentre avec un BTS. Elle m'a saoulé Yélène avec sa voix qui endort, j'en peux plus. C'est une belle... Bah, pigeon, je te vire. J'ai une voix. Ok, ça on avait vu. On continue à prendre de l'info, voir ce qui se dit à droite, à gauche. En attendant, on avait une analyse de Gilles Santaco qu'on a l'habitude de revoir, qui publie désormais des analyses officielles pour Active Trades. On écoute son point de vue sur les différents marchés. Bonjour, c'est Gilles Saint-Acreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 juillet 2014. Et nous commençons tout de suite avec les indices Europe. Ici on vue H4 avec donc cette tendance qui était haussière, qui a donc cédé suite à la cassure de cette zone de support oblique, qui a été suivie par un test ici et une cassure aussi de cette zone de support. Alors cette zone de support est la même que celle que nous avons sur le CAC Cash, mais nous sommes ici en cotation future, donc le placement est différent. Si on passe ici en day et que l'on s'éloigne un peu, nous pouvons marquer que nous avons quelque chose de similaire du point de vue de la tendance. Donc là on est sur une tendance court terme, mais si on trace ici quelque chose qui part de 2012 et qui vient chercher les points de contact que nous avons là, voilà, si on revient sur la cotation actuelle, nous pouvons constater que nous sommes quasiment sur les mêmes points. Là on est sur une tendance un peu plus, on est sur un trend un peu plus court terme, mais ce qu'on peut voir c'est que le trend moyen terme, du point de vue des futurs aussi, n'est pas encore remis en cause. Par contre, il y a ici un signal clairement de consolidation, et donc nous allons repasser en H4. Ce signal se manifeste par le fait que cette zone ici, qui était précédemment ici zone de résistance sur le futur, qui avait été franchie ici sur un gap, on était revenu la tester comme zone de support, et bien cette zone a été cassée, on l'a retesté rapidement comme zone de résistance, et puis on a enfoncé ici une phase de consolidation qui est venue se retourner sur la zone des 4410 points. Actuellement, nous sommes en train de tester cette zone comme une résistance, et tant que cette zone continuera à s'imposer ici comme résistance, eh bien on ne pourra pas parler de retournement de tendance, puisque nous serions dans ce cas-là dans une phase de continuité du mouvement baissier. Donc il faut absolument ici tester et casser cette zone entre 4470-75 pour valider la continuité d'un rebond technique. On a un quasi double bottom ici qui est en train de qui s'est construit. Alors on est presque même dans un creux en Adam et Ève, mais pour valider il faudrait vraiment casser cette zone. On a cassé le point intermédiaire ici qui se situait sur cette zone à 4460, mais on manque de jus ici pour venir casser cette zone de résistance. Donc c'est vraiment la zone qui pourrait débloquer la situation et nous emmener environ 50 points plus haut, à savoir sur les 4510 points. Donc on serait presque ici en objectif sur un ralliement de cette zone de résistance à 4520. Pour l'instant, donc tant que cette zone ici n'est pas cassée, eh bien on reste dans une zone de vulnérabilité. Tant que cette zone n'est pas cassée, donc on peut repartir à la baisse. Il n'y a qu'à voir ici comment cette moyenne mobile 20 exponentielle ici sur le contact a ralenti la progression du mouvement technique. Il peut s'agir ici d'une mise en place de résistance, auquel cas on pourra avoir ici un retour à un mouvement baissier, et donc ça serait sur une rupture de cette zone des 4400 points par contre que nous aurions donc une invalidation de ce scénario haussier et donc un signal de continuité de la tendance baissière. Sur le DAX, par contre, la tendance est beaucoup moins baissière. On a plus ici un signal de sortie de dynamique qui se fait sur une phase ici d'oscillation horizontale, où cette zone ici est 9777 points, qui était précédemment une zone de point haut, a été validée comme zone de point bas. Donc
d'un point de vue moyen-long terme, on est plus sur une perspective haussière, donc moyen-long terme, qui serait validée donc par un dépassement ici de cette zone de point haut qui s'est faite au-delà des 10 000 points. Donc on le voit, il y a une divergence du point de vue des tendances entre le DAX et le CAC 40. Si on s'écarte un petit peu, on peut remarquer que le biais, bon ici on est en H4, hein, que le biais ici reste dans une configuration plutôt orientée haussière, donc moyen terme. Par contre, on est ici dans une phase d'arrêt, hein, donc tant que les cours ici restent au-dessus de cette zone 9777, il n'y a pas de vulnérabilité à court terme. On a une phase d'élargissement qui est en train de se mettre en place ici, avec, vous voyez, des points bas ici qui sont de plus en plus bas et des points hauts qui sont là aussi de plus en plus hauts. Alors c'est pas un vrai biseau d'élargissement, j'essaie d'en tracer un, c'est pas très régulier. On a une phase d'élargissement qui est quasi symétrique, donc normalement c'est un signal de continuité de tendance. Ce signal de continuité de tendance serait validé par une cassure ici de cette zone de point haut avec une accélération haussière et une hausse des volumes. Ce que nous pouvons voir ici, c'est que sur le retournement qui a eu lieu ici sur cette phase sur cette zone de support, on a bien trouvé la dynamique, le stochastique arrive assez facilement en zone de surachat, mais il n'y a pas de réelle accélération. On est ici sur une petite dynamique, hein, on voit ici un support intermédiaire qui pourrait se dessiner, mais on a du mal à casser des points hauts intermédiaires tels que nous avons ici sur cette zone de points hauts, ici à 960 points. Donc pour l'instant, on est dans une phase de stabilisation. La tendance haussière serait relancée en cas de si la cassure des précédents points hauts, donc qui sont des records historiques, eh bien interviennent rapidement, mais surtout avec une meilleure dynamique et surtout une augmentation des volumes. Passons maintenant aux indices US avec une continuité dans la tendance haussière qui rend les indices totalement insensibles à ce qui se passe en Europe. L'Europe, nous avons ici des phases de consolidation. Et bien sur les indices US, nous marquons de nouveaux points hauts avec ici cette zone de points hauts constatée sur le S&P 500. Une tendance qui reste haussière, donc des marchés qui ne présentent là aucun signe de vulnérabilité. On continue ici à marquer de nouveaux plus hauts. Et pour ce qui est de la tendance directe, eh bien nous sommes ici sur une phase de continuité. Donc nous avions cette zone de point haut ici qui a été testée dans un premier temps, on l'a testé, on est redescendu, on est redevenu résistance, et là sur cette cassure on a retrouvé cette zone comme une zone de support, moyenne mobile 20 exponentielle en soutien, et puis on a créé, donc on a assisté à une nouvelle dynamique, donc qui a marqué un nouveau point haut au-delà des 1970 points. Donc on est dans une phase de continuité qui nous est confirmée ici par les indicateurs. Donc ce que l'on peut voir ici sur cette progression, c'est que nous sommes réellement dans une phase de continuité. Attention toutefois, nous avons des divergences qui commencent à apparaître, donc des divergences baissières qui commencent à apparaître sur le Nasdaq, donc d'un point de vue un peu plus moyen terme. Ça pourrait être un premier signe effectivement d'affaiblissement, mais pour l'instant on n'a pas de confirmation par rapport à un éventuel retournement, puisque de nouveaux points hauts ont été marqués. Et puis sur le Nasdaq, eh bien nous avons quasiment la même configuration. On est vraiment dans une phase de continuité de tendance avec ici ce Nasdaq en vue H4, là aussi cette zone donc des 3740 points qui a été résistance, qui a été cassée donc sur une bonne dynamique, qui a défini un nouveau point haut ici sur le haut du trend. On a retrouvé cette zone comme une zone de support et puis on a créé une nouvelle dynamique. On est venu ici casser une résistance qui se situe à 3825 pour marquer une nouvelle zone de point haut sur une résistance ici à 3888 points, qui est une autre résistance. Alors résistance qui avait été modélisée ici par une extension de Fibonacci ici sur la phase de consolidation. Voilà, on a ici quelque chose qui s'approche du retracement des 261,8%. Donc on est vraiment ici sur une extension dynamique relativement puissante, et donc le Nasdaq lui est totalement dans une continuité haussière. Nous avons une petite phase ici de surachat qui commence à être relativement marquée, avec un stochastique en surachat et un MACD qui a une grosse amplitude du point de vue de ces histogrammes. Donc attention, un petit retournement ici en direction des 3820 points est tout à fait envisageable et ne remettrait pas du tout en cause la dynamique en cours.
Et enfin, nous terminons par un point Forex et matières premières, avec donc cette sortie confirmée de cette configuration en biseau. Sortie qui se fait alors sur une phase qui est finalement assez peu dynamique. Alors au début, ça partait plutôt bien. On est bien venu valider ici une précédente zone de support qui avait été résistance juste avant la sortie du biseau. Mais on a du mal à trouver une dynamique assez forte ici pour venir rapidement sur les objectifs donc de sortie de cette figure. À noter que ce biseau était très peu convergent, ce qui enlève un petit peu de force à ce mouvement. Toutefois, ce que nous pouvons constater, c'est que sur le dernier contact ici que nous avions eu, on avait défini une zone de résistance donc sur les 1,36, 70, 80. C'est que suite à ce franchissement, donc, eh bien, nous avons ici un retour, alors qui est en train de tester cette zone comme zone de support. Alors pour l'instant il n'y a pas de rebond, on vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce qu'il faut aussi bien prendre en compte, c'est le fait que par rapport à cette phase de baisse ici qui a été marquée donc entre le point haut que nous avions eu ici au-delà des 1,40 et ce point bas qui a marqué donc la constitution de ce biseau, c'est que sur cette phase de hausse, on vient rebondir ici juste sous le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc là, on est vraiment sur une phase où, même si le point haut ici a été validé en cassure, eh bien, il faudrait absolument confirmer assez rapidement la cassure de ce retracement des 38,2%. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes toujours ici sous l'influence de ce biais baissier et que pour l'instant, nous ne sommes que sur un rebond technique. On voit bien ici le 38,2 qui coiffe bien ici cette zone de point haut des cours et des cours qui commencent à redescendre. Si on valide ici une poursuite de cette phase baissière court terme qui se transforme donc en tendance, et bien sur une validation ici d'une cassure des 1,3580, on pourra avoir un signal de continuité de tendance moyen terme qui se mettrait en place et qui donc nous ouvrirait des objectifs sous les 1,35. Et puis sur le gold, donc pour finir, eh bien nous avons toujours ici cette cassure qui est en cours. Alors je rappelle le contexte, hein, nous étions ici dans une phase baissière, donc avec cette résistance. On est venu tester, puis on a validé ici une cassure avec une brusque accélération. On est repassé au-delà des 1306 $ l'once, qui était donc précédemment résistance. On a validé ici une consolidation horizontale au sein de cette zone qui ne dépasse pas ici les 23,6% de Fibonacci. Et là on est venu casser la première zone de point haut ici, et donc cette zone ici que l'on voit bien, aux alentours des 1323 $ l'once, et bien qui joue son rôle de support, et on est venu tester ici la zone des 1330 qui est une zone majeure sur le gold. Donc il faudrait maintenant confirmer et casser d'une manière plus pérenne cette zone des 1330 $ l'once pour avoir un signal de continuité et donc un retour d'un biais haussier qui se fait attendre depuis la première accélération que nous avions eue, qui est visible ici en daily, hein, voilà, sur cette phase, donc qui avait marqué ici un premier, donc une sortie de cette zone, enfin de cette tendance long terme, avec ici une zone de point haut, et donc ces 1330 on le voit avec ces points hauts intermédiaires qui font vraiment office de résistance majeure. Sur une cassure de cette zone, on viserait donc 1391 $ l'once, et sur une cassure des 1391, on aurait vraiment la validation du changement de tendance moyen long terme, puisque nous sommes ici dans un flux baissier. Là on a un point bas avec un nouveau point bas qui se trouve dans une zone supérieure. On n'attend plus ici qu'une cassure à la hausse des 1391 pour confirmer ce changement de tendance moyen long terme. Donc là on est vraiment dans une phase où les tendances d'un point de vue long terme peuvent donner des signaux de renversement. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans le prochain trade, soyez prudents. On se retrouve donc très bientôt pour votre prochain point hebdomadaire de marché sur Active Trade. Bonne semaine à tous. Voilà le point donc réalisé par Active Trades et Gilles Santacreux de boursicoté.com. Toujours vendeur sur le Dow Jones, ça bouge vraiment plus. Je ne sais pas si Yann a terminé de parler. Marché européen toujours plutôt sous pression, sans gros mouvement. Un gars qui prend mon pseudo sur le chat. Alors dans quelques minutes, 10 minutes, on va recevoir Anthony Murgo. Je me déconnecterai avant, donc d'ici 5 minutes là.
L'interview commence quand dans les Ludo? Dans 10 minutes. 18h, l'heure est annoncée. Phil qui partage un lien, vérifie classement des... Vérifier la santé financière des entreprises. Ouais, pour ceux que ça intéresse. Ok. La TVA sur les ventes des animaux domestiques passe de 7 à 20% ce mardi 1er juillet. L'État va chercher de l'argent où il peut. Phil qui laisse un lien. Putain. Ils veulent augmenter les taxes de séjour également. Le live fonctionne de votre côté, demandez Nico. A priori tout fonctionne. Hein. Bon, en tout cas pour moi c'est OP. Rationnel. Du côté de la GFI, on parlait des grands défis de la banque en 2014. Tiens, je l'évoquais tout à l'heure dans les débats. On va voir un point de vue de la GFI. Je laisserai le lien vers leur chaîne YouTube. C'est une chaîne de grande qualité. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Christine Joly. Marie-Christine Joly est associée au cabinet KPMG et elle vient de produire une étude sur le secteur bancaire européen intitulée « Défis pour la transparence », une étude importante. Et je voudrais qu'on en tire un peu la substantifique moelle avec elle. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Philippe. Alors, ce qui apparaît très clairement dans cette étude, c'est que 2013 a été une année de stabilisation ou même de légère remontée des résultats globaux des banques. Est-ce qu'on peut en tirer la conclusion que le secteur bancaire est sorti de la crise financière des années 2008-2010 ? Écoutez, oui, ce qu'on peut dire, c'est que les résultats de cette année, c'est 43 milliards. Donc c'est une légère progression par rapport à l'année dernière, puisqu'on avait 41 milliards de profits en 2012. Ce qui nous frappe, c'est qu'il y a une rupture par rapport à une baisse continue qu'on observait les précédentes années, puisque les précédentes années, on avait des résultats en baisse de 33%, de 27%. Et donc, on a effectivement une progression cette année des résultats. Alors, et ces résultats sont obtenus avec des provisions très importantes pour litige, puisque cette année, on a 25 milliards de provisions pour litige et amendes. Donc, vous voyez que on tire finalement aujourd'hui les conséquences je dirais, d'agissements du passé importants. Effectivement, ça dessine peut-être un nouveau paysage bancaire. Alors, 25 milliards sur les 40, un peu plus de 40 dont on parle, ça fait pratiquement 40% du résultat qui est amputé par des litiges divers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces litiges? Est-ce que c'est appelé à devenir une composante essentielle désormais de l'activité des banques de se prémunir contre ce type de risques nouveaux liés en particulier à la re-régulation? Mais écoutez, ce qu'on peut dire déjà, ce qu'on peut observer, c'est qu'en 2011, il y en avait pour 6,6 milliards. En 2012 pour 20 milliards et cette année pour 25 milliards. Donc effectivement, on est face à une problématique croissante pour les banques, hein, c'est de l'ardoise à payer et de plus en plus lourde. Alors en 2011, on n'avait que les banques britanniques dans le spectre et depuis 2012, on a des banques qui sont fortement pénalisées par des amendes qui viennent des États-Unis. Je pense que les banques intègrent
doivent intégrer et intègrent ce nouveau risque réglementaire dans leur cartographie des risques. Effectivement, on peut s'attendre à ce que ce soit monnaie courante maintenant que les établissements financiers fassent l'objet d'amendes de la part des régulateurs. Donc, un frein à la profitabilité d'une certaine manière, puisqu'elle va s'imputer, évidemment, tout ça va s'imputer sur les résultats. Alors, cette profitabilité des banques, dont on voit qu'elle est en train de se redresser, est-ce qu'elle vous paraît quand même atteindre maintenant un niveau suffisant pour que les banques puissent continuer à augmenter leurs fonds propres, en fonction, évidemment, des injonctions des régulateurs? Est-ce que les banques vont pouvoir se mettre à l'abri, en quelque sorte, de nouveaux chocs? Bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de solvabilité, les banques n'ont pas cessé depuis 2011 de se renforcer, puisqu'on avait des niveaux de solvabilité de 9,9% en 2011. Aujourd'hui, on attend 12%. Les banques disent toutes qu'elles sont en route et qu'elles atteindront les minimums réglementaires fixés par Bâle III. Maintenant, est-ce à dire aujourd'hui qu'on a atteint des niveaux de profitabilité suffisants pour satisfaire et les actionnaires et faire face à des chocs? Certainement pas. On n'est pas encore au niveau qu'on a connu avant la crise. Alors, actuellement, les banques connaissent dans cette quête d'une reconstitution de leur bilan, une épreuve tout à fait remarquable, un exercice tout à fait remarquable qui s'appelle l'AQR en bon français, donc l'Asset Quality Review, mené par la Banque Centrale Européenne. On est en plein dedans. Est-ce que les banques y font face dans de bonnes conditions? Est-ce qu'elles sont prêtes? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion sur la qualité de leur système d'information? Voilà. Alors, je pense effectivement, on ne peut à l'heure actuelle s'exprimer que sur ce volet-là, puisque comme vous le savez, les résultats de l'AQR ne seront publiés et publics qu'à compter du mois d'octobre-novembre 2014. Alors, ce qui se dessine très clairement, c'est que la BCE demande un tas de données, de nouvelles données, et que les banques font l'expérience de ce que c'est que la qualité des données. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le chantier de demain, ce sera que les banques devront avoir des données fiables et rapidement accessibles. Et ça va se traduire probablement par des chantiers sur les systèmes d'information considérable. Alors, est-ce qu'on peut dire que la numérisation, puisque c'est bien de ça dont il est question, la qualité du système d'information, c'est le big data, bien entendu, le big data financier et bancaire, est-ce qu'on peut dire que cette numérisation est appelée à devenir une espèce de nouvelle frontière pour tout le monde, et peut-être le gros chantier d'aujourd'hui, après celui de la solution de la crise financière? Écoutez, ce qui est certain, c'est que dans tous les plans stratégiques des grandes banques européennes, on parle de digitalisation, de numérisation. Ce qui veut dire qu'on est ici, on connaît un point charnière de l'histoire bancaire. Les banques, effectivement, vont aller de plus en plus vers l'utilisation de tablettes, de moyens informatiques, à la fois pour leurs clients et à la fois, à mon avis, en interne, pour avoir des tableaux de bord plus instantanés, des analyses plus instantanées. Et donc, il me semble que c'est un des grands chantiers, effectivement, de l'avenir de la banque, si ce n'est le premier. Donc deux conséquences qu'on peut déjà imaginer. L'une sur les modèles économiques, et notamment de la banque de détail, et d'autre part, sur la gouvernance de l'entreprise et son pilotage lui-même. Oui, et ce qui va entraîner d'ailleurs des nouveaux risques. Des nouveaux risques opérationnels, des nouveaux risques de fraude, parce que qui dit système d'information ouvert sur le public, dit finalement risque d'intrusion, etc. Donc il va y avoir effectivement un changement du mode de consommation de la part de la banque de détail, avec tous ces risques qui vont arriver. Et au plan de la gouvernance, demain, on va avoir sans doute des états-majors qui pourront réagir beaucoup plus vite parce qu'ils auront accès à l'information et aux analyses beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Donc un défi technologique majeur, un de plus pour les banques. Marie-Christine Joly, merci. Ok, 17h59. Comme vous l'avez entendu, on a abordé des sujets toujours en rapport avec la finance, mais bien plus large. Bon, c'est intéressant et important aussi de s'informer, de comprendre les mécanismes de la finance. Tout est lié, bien sûr. Voilà. Donc allier les deux, connaissances théoriques, on va dire larges, et connaissances pratiques. Du pratique, on en fait quand même beaucoup avec l'investissement.
Et on va y retourner dans le pratique avec l'interview d'Anthony Murgo qui va commencer d'ici quelques minutes, il est 18h. Je vais juste couper quelques instants le live, je vais faire des tests son avec Anthony. Ensuite on va reprendre, donc je vous dis à tout de suite.